Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, la crise politique qui provoque entre le Niger et le Bénin, c'est une crise personnelle. Monsieur Tiani, avec sa clique de militaires, tient encore rancune au président Talon parce qu'à un moment donné, Monsieur Talon s'est aligné sur les décisions prises par la CEDEAO. Il y a eu l'arrestation de 5 ressortissants nigériens et dans la précipitation, le Bénin a procédé à leur jugement. Après, ils ont été condamnés par ceci. Après, ils ont été libérés. Mais le Niger a intérêt que son pétrole puisse continuer à être chargé parce que vous vous rappelez bien que le Niger a reçu de la Chine une avance en termes sous forme de prêt de 400 millions de dollars qui va être payé sur 12 mois avec un intérêt de 7%. Donc si le temps passe et que le Niger n'arrive pas à écouler son pétrole bleu à l'international, c'est-à-dire plus le délai que vous avez donné pour payer vos dettes, plus le délai augmente, plus vous avez ce qu'on appelle la gestion de la dette va devenir encore plus consistante, le taux d'intérêt va encore augmenter et que c'est le Niger qui perd en premier, véritablement, parce qu'ils ont pris 400 millions qu'ils ont injectés dans le renforcement de la sécurité, de la lutte contre le djihadisme, parce que même les conditions du prêt qui leur a été accordé dit que le Niger paiera le prêt à la Chine après la vente de son pétrole brut à l'international. Est-ce que vous n'êtes pas habitué par des discours populistes de ces militaires-là qui ont pris le pouvoir par la force dans ces 3 pays de l'AES? Est-ce que le fait de prendre le pouvoir par la force empêche de dire qu'est-ce qui prouve que ce que M. Tiani est en train de dire, c'est la vérité? Qu'est-ce qui prouve également que ce qu'il dit n'est pas la vérité? Parce qu'on est habitué par leurs discours populistes. Selon certains médias, un deuxième chargement du pétrole nigérien aurait eu lieu ces derniers jours au Bénin. Au total, plus d'1 million, au total plutôt 1 million de barils de pétrole nigérien donc aurait été chargé au port sur la plateforme portuaire de Semepodi, et donc ce qui relance un peu des interrogations sur la reprise du trafic en ce qui concerne le pétrole entre le Niger et le Bénin. On sait que depuis un moment l'évacuation du pétrole nigérien à travers les pipelines en direction du Niger a été stoppée à cause du froid qu'il y a entre les deux pays. C'est vrai, ces derniers temps, une délégation nigérienne a été reçue par le président béninois Patrice Talon. Le dialogue semble revenir petit à petit, mais étant déjà arrivé au stade de la reprise du chargement du pétrole, c'est notre interrogation. Donc selon ces médias, 1 million de barils de pétrole en provenance du Niger aurait été chargé ces derniers jours au Bénin en direction de la Chine. On sait que la société est une société chinoise. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Emmanuel Julien Tomi. Le Bénin aurait autorisé un nouveau chargement du pétrole venant du Niger, 1 million de barils au total selon les médias. Vous savez, suivant la sagesse africaine, des fois quand un couple continue par se quereller jusqu'à un niveau, il suffit de les laisser, de les enfermer dans une salle. Ils auront besoin l'un de l'autre et puis la paix revient. La coopération politique et la coopération économique vont toujours de pair. Au début, dans ce conflit entre le Bénin et le Niger, on se disait, écoutez, il n'y avait pas de chance que le problème soit vite résolu. Mais en réalité, par rapport aux exigences économiques, le Bénin a besoin du Niger, le Niger a besoin du Bénin. Et bon, surtout, ceux qui sont les praticiens, ceux qui sont les commerçants, ceux qui sont les entrepreneurs, ils ont besoin que la coopération reprenne très vite et dans les bonnes normes. Aujourd'hui, la Chine ne peut pas attendre que sa marchandise reste éternellement bloquée, et donc la Chine a essayé de jouer un peu. Bon, ce n'est pas souvent dans l'habitude de la République populaire de Chine d'intervenir dans les affaires politiques, parce que pour la Chine, c'est chaque pays qui gère sa politique. Ce qu'il peut avoir entre les pays, c'est plutôt la coopération économique, commerciale. Mais pour une fois, la Chine a essayé de contribuer peu à la médiation pour que de bonnes relations reprennent entre les deux pays. Alors, un deuxième chargement,
ça veut dire que c'est une reprise progressive, lente, mais reprise quand même. Et on peut dire que dans les jours à venir, les choses vont aller un peu plus vite, parce qu'il y a eu effectivement des discussions entre les deux pouvoirs, et cette discussion continue puisqu'un couloir est ouvert. Alors aujourd'hui, nous ne nous trompons pas, il y a eu effectivement des accusations, surtout de la part du Niger vis-à-vis du Bénin. Il y a eu une hésitation au niveau du Bénin, mais chacun sait que quand on parle du business, quand on parle des affaires, il n'y a pas de sentiment, parce qu'il y a les intérêts du peuple qui passent d'abord avant les intérêts des dirigeants. Alors aujourd'hui, on peut dire avec ce deuxième chargement que c'est une reprise presque progressive, mais presque totale de la coopération économique entre le Bénin et le Niger. À condition que ce soit vérifié, puisque ceux que nous avons contactés n'ont pas pu réellement nous confirmer l'information, mais n'ont pas également... c'est aussi ça le problème en Afrique, c'est-à-dire que nous travaillons sur l'information, nos produits c'est l'information, et quand tu veux vérifier, effectivement, des fois on met beaucoup de temps avant de te répondre, ou on ne te répond même pas, mais suivant les informations données par nos confrères, il y a eu effectivement un départ de bateaux, donc il y a eu un chargement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout est repris dans les normes? Ça, c'est aux autorités béninoises d'informer l'opinion. Mais ce qui est sûr, tôt ou tard, le Niger et le Bénin sont obligés de coopérer dans le sens du progrès économique, parce que quand on parle de l'économie, on ne blague pas avec, puisque les entrepreneurs ne vont pas rester là à attendre, parce que les deux dirigeants se querellent. On a besoin de vivre, on a besoin de faire le commerce, on a besoin que les choses bougent. Et les pays qui sont en partenariat avec le Bénin ou le Niger ne vont pas attendre éternellement leurs produits, comme par exemple le pétrole dans ce cas. Oui, merci beaucoup. La Nouvelle Tribune et aussi selon la BIP Radio, cette information s'avérait, si je peux pléonasmer, s'avérait être vrai, que le chargement même a été escorté par des frégates en direction bien sûr de la Chine, et cela nous provient. Oui, allez-y, on continue. Et cela nous provient de la négociation qu'il y a eu entre l'intervention, bien sûr, de Nicéphore Tsoglo, les deux anciens présidents de Yahi Boni. Ils ont eu à mettre des leurs là-dedans pour que ces bisbilles qu'il y avait entre ces deux États, frères et amis, puissent s'estomper un tout petit peu, parce que on l'avait plusieurs fois dit dans ce studio, ce sont les populations qui en pâtissent quand ces querelles étatiques au haut niveau se passent. Donc, si ce chargement a eu lieu, c'est une plus-value qui va venir, et dans les poches du Bénin, et dans les poches du Niger, bien sûr, et la Chine qui va gagner. N'oublions pas que cela pourra encore peut-être nous revenir sur le marché, parce que c'est souvent du brut qu'on envoie pour être raffiné à l'extérieur, et peut-être des fois ça nous revient avec les produits qui sortent du pétrole. On sait très bien, le pétrole n'est pas seulement utilisé pour le pétrole en pan ou bien l'essence. Il y a beaucoup de choses qui sortent à l'intérieur, donc même les assiettes plastiques. Les plastiques, voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent dedans. Donc pour dire que c'est en bonne voie, et il ne reste maintenant que l'ambassadeur qui puisse aller rencontrer le président lui-même pour lui remettre sa lettre de créance. Après, bien sûr, les lettres, les copies figurées qu'il y a eu qui ont été présentées au ministre des Affaires étrangères, on peut le dire ainsi. Donc ce n'est qu'à féliciter. Il faut quand même arriver à un moment donné, Vivien l'a dit, à arriver à taire certaines querelles. Et voilà, on a enfermé les deux époux dans la chambre, et ils ont trouvé un terrain d'entente. Bientôt, peut-être dans les mois à venir, on ne comptera que 9. Ça, c'est juste pour blaguer. Quelque chose pourrait en sortir. Merci beaucoup à vous, Donatien. On reviendra tout à l'heure si c'est quelque chose qui pourrait en sortir. Et puis aussi sur les autres prétendants qui lorgnent déjà. Voilà.
pétrole nigérien. Samir Ourossama, 5 millions de... Il y avait eu un blocage après le premier chargement depuis mai, la mi-mai 2024. Ce blocage est toujours d'actualité. En tout cas, officiellement, on n'a pas communiqué sur la levée du blocage, mais selon certains médias, il y aurait eu un changement ces derniers jours. Je pense que c'est l'aboutissement d'un certain nombre d'événements qui sont intervenus après le premier chargement. Vous vous rappelez bien qu'à l'époque, le Bénin avait estimé que l'autorisation de ce premier chargement marque une certaine volonté des autorités béninoises de faire en sorte que la tension puisse être apaisée entre le Niger et le Bénin après la levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et après ce premier chargement, un nombre d'événements se sont produits. Et vous savez que dans la foulée, il y a eu l'arrestation de 5 ressortissants nigériens. Et dans la précipitation, le Bénin a procédé à leur jugement. Après, ils ont été condamnés par ceux-ci. Après, ils ont été libérés. Et par la suite, nous sommes rendus compte qu'il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés, notamment que l'émissaire du président Talon, qui n'a pas été reçu par le général Tiani, il y a eu des incompréhensions. Après, on a vu que les deux anciens présidents béninois se sont rendus compte qu'il fallait agir et qu'il fallait se déplacer vers Niamey, parler aux autorités nigériennes. Et par la suite, nous savons qu'après leur visite et leur entretien avec les autorités nigériennes, il y a eu des discussions qui ont été ouvertes. Vous avez vu qu'il y a une délégation nigérienne qui a été reçue même à Cotonou, également pour essayer d'échanger. Mais on ne sait pas si ces discussions qui ont eu lieu portaient véritablement sur le pipeline ou sur la reprise des chargements au niveau donc du port du Bénin. Mais quoi qu'on dise, je pense que le chargement de ce deuxième chargement n'est que l'aboutissement de ces événements-là et que cela ne marque pas véritablement l'ouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin. Oui, ça c'est l'autre élément qu'il faudrait avancer, c'est que le Niger a intérêt à ce que la frontière s'ouvre. Pas que la frontière s'ouvre, mais le Niger a intérêt que son pétrole puisse continuer à être chargé. Parce que vous vous rappelez bien que le Niger a reçu de la Chine une avance en termes sous forme de prêt de 400 millions de dollars qui va être payé sur 12 mois avec un intérêt de 7%. Donc si le temps passe et que le Niger n'arrive pas à écouler son pétrole bleu à l'international, c'est-à-dire ce n'est pas forcément que le Niger va vendre continuellement son pétrole, comment l'appelle-t-on ? À la Chine. Le Niger peut diversifier ses clients à l'international compte tenu d'un certain nombre d'aspects par rapport à la procédure de vente. C'est la Chine qui vient acheter sur place et le convoi jusqu'au port à travers ce pipeline. C'est ce que je dis. En réalité, le pipeline ou l'Eloedic a été financé en grande partie par la Chine, véritablement. Donc, le Niger a besoin que le pétrole continue par couler véritablement et que cet arrêt du chargement porter un préjudice au Niger parce que plus le délai que vous avez donné pour payer vos dettes, plus le délai augmente, plus vous avez ce qu'on appelle la gestion de la dette va devenir encore plus consistante, le taux d'intérêt va encore augmenter et que c'est le Niger qui perd en premier véritablement parce qu'ils ont pris 400 millions qu'ils ont injectés dans le renforcement de la sécurité, de la lutte contre le djihadisme et tout ce qui va avec. Permettez que je pose une question parce que là, apparemment, peut-être qu'on n'a pas la même conception de la chose. Le Niger vend son pétrole brut déjà à la Chine sur place et c'est la Chine qui le convoie à travers le pipeline jusqu'au port du Bénin pour le charger dans des bateaux en direction du pays de destination qu'elle veut. Non, je pense que le pipeline est déjà construit. Oui. Le pipeline est déjà construit et c'est par rapport à l'accord qui existe entre le Niger et le Bénin que le pipeline a été construit. Oui. Le pipeline n'est pas une propriété de la Chine. Oui, bien sûr. Le pipeline a été construit avec l'accompagnement financier de la Chine. L'accompagnement financier de la Chine. Donc, le Niger a toute la latitude de vendre le pétrole à qui il voudrait dans le futur. Parce que même les conditions du prêt qui leur a été accordé dit que le Niger paiera le prêt à la Chine après la vente de son pétrole brut à l'international. Les conditions de prêt ne stipulent pas que le Niger va payer le prêt à la Chine par la fourniture du pétrole brut. Non, après la vente oui, et que le Niger va essayer de payer
et avec un intérêt de 7%. Donc vous voyez que dans ces conditions, le Niger a plus intérêt que le chargement reprenne que le Bénin. Sauf que ce deuxième chargement montre une certaine volonté des autorités béninoises de renforcer l'apaisement qui a déjà commencé avec la médiation des deux présidents, des deux anciens présidents béninois, et qu'aujourd'hui la balle est dans le camp du Niger, de faire en sorte que, comme ils ont repris leurs relations avec l'Algérie, il faudrait également qu'ils entreprennent des initiatives pour essayer de renouer les relations avec le Bénin, parce que quoi qu'on dise, c'est les intérêts des deux populations qui sont en jeu. Et il faut faire taire les querelles politiques, les querelles individuelles, comment l'appelle-t-on? Comme on le dit, on n'oublie jamais le mal que notre voisin nous a fait, mais je pense que dans l'intérêt des deux peuples, dans l'intérêt économique du Niger beaucoup plus, il faudrait faire taire les mésententes. Des intérêts économiques. Mais je pense que le Niger a plus d'intérêt. Imaginez, vous mettez à votre coût un prêt de ce montant-là et que vous laissez le prêt continuer par couler après que le délai que vous êtes convenu dans le contrat va être révisé. Et quand le contrat est révisé, ça veut dire que vous aurez à payer les pénalités de retard de paiement de la dette. Donc le taux va s'accroître véritablement. Et donc il faudrait revoir cela pour que les relations reviennent comme avant. Merci beaucoup. Alors je reviens à vous, Emmanuel Julien. Tommy, vous disiez quelque chose tout à l'heure. Vous disiez que tôt ou tard le Bénin et le Niger sont obligés de coopérer. Alors que dire de l'option de passage de ce pétrole par le Tchad en direction du Cameroun? Parce qu'il y avait cette option que le Niger a commencé par réétudier. On sait que le Tchad avait demandé à être le canal par lequel ce pétrole devrait transiter avant que le choix ne soit porté sur le Bénin. Et quand ce problème a eu lieu, le Niger a commencé par réétudier le dossier du Tchad. Si tôt ou tard, le Niger, si c'est pour l'intérêt du Bénin et du Niger plutôt, qu'il faut reprendre avec le Bénin, il faut dire qu'il y a eu l'option du Tchad aussi. Cette reprise ou bien ce nouveau rechargement est-il synonyme de l'abandon de l'autre procédure? Vous savez que les États ont des intérêts qu'ils défendent. Et en termes clairs, le Niger a besoin de beaucoup de pays, même le Togo. Le Niger a besoin du Togo pour le chargement de ses marchandises, pour le commerce, pour... Parlons du cas de ce pétrole et du pipeline. Voilà. Maintenant, pour éviter de montrer au Bénin que voilà, vous êtes notre seule option, écoutez, le Niger examine également effectivement la possibilité d'utiliser un autre pays, le Tchad. Vous savez, vous prenez un pays comme le Burkina Faso. Le Burkina Faso a besoin du Togo pour faire passer beaucoup de marchandises par la mer, mais en même temps, c'est un pays qui a renforcé l'utilisation de la voie aérienne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marchandises qui viennent directement à l'aéroport de Ouagadougou par vol, alors que beaucoup de pays préfèrent faire passer les marchandises par bateau. Et donc, quand on est un dirigeant, il faudra d'abord être visionnaire, il faudra prévoir. Est-ce que le conflit est véritablement fini? Non. Le conflit est toujours là, mais on essaie de faire la médiation. Chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin. Mais en même temps, quand tu as un problème avec ton voisin direct et que tu ne prends pas d'autres mesures, tu ne cherches pas peut-être d'autres issues, le jour où tu seras bloqué, il va se moquer de toi. Et donc, c'est une option pour dire, écoutez, on peut utiliser aussi d'autres voies. Il y a même le Togo, on peut même contourner pour passer par le Togo. Si vous voulez bien, on va travailler ensemble, mais ce serait à notre condition, parce que on a peur que les gens passent par votre pays pour nous déstabiliser ou pour déstabiliser le régime. Donc moi je pense que c'est juste une carte pour dire attention, vous n'êtes pas le seul, nous avons la possibilité de travailler avec d'autres personnes. Mais on sait qu'en termes de distance et de parcours, on a plus à gagner à travers, à passer par le Bénin. Mais il faut toujours avoir les autres options aussi. C'est la même chose que le Bénin aussi ferait, parce que si vous avez seulement une seule voie de passage, le jour où cette voie sera bloquée, vous ne pouvez plus bouger. Donc il faudra faire aussi d'autres prospections pour voir ce qui est possible. Mais le mieux pour le Niger
et pour le Bénin et donc pour la sous-région, c'est que ces deux pays s'entendent très vite, que les termes soient clairs et qu'on ne fasse pas de l'hypocrisie politique. C'est-à-dire que, écoute, je t'aime, moi non plus, je suis avec toi, je ne suis pas avec toi. Non, il faut être clair. Nous avons besoin l'un de l'autre, mettons fin à la guerre et puis continuons par coopérer côté économique pour la prospérité de nos pays. Parce que le fait de se baser sur des options, on dit il y a une tentative de déstabilisation, il y aurait des gens qui sont en train de se former et de fermer la porte de l'économie, je pense que c'est une erreur grave. Les dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas éternels, ils ne sont pas immortels, ils ne seront pas là pour toujours, mais ils doivent laisser des traces pour demain. Il ne faut pas que l'histoire dise c'est sous le régime de Tiani que le Bénin ou que le Niger a plus perdu économiquement. Donc, c'est important que, en même temps qu'on a l'option avec le Tchad, que la coopération reprenne en bonne et due forme avec le Bénin. Et je pense que ce chargement du deuxième bateau serait peut-être un signe qui voudrait dire que dans les jours à venir, les choses vont se normaliser pour le bonheur des deux peuples, surtout. Donatien Ouesso, avec ce nouveau chargement, doit-on déjà commencer par oublier l'option du Tchad qui s'était posée encore une nouvelle fois quand on a eu le froid avec le Bénin, avec ce blocage depuis plusieurs mois, ou bien doit-on dire que on peut toujours compter sur le Tchad parce que l'option du Tchad n'avait pas été totalement abandonnée, ou du moins on n'a pas communiqué sur un abandon total de l'option du Tchad. On n'avait pas non plus communiqué sur une reprise de l'option du Bénin, même si les médias nous informent qu'il y aurait eu un deuxième chargement. Que dire? Faut-il oublier le Tchad et reprendre avec le Bénin, ou est-on en train juste de diversifier, de prendre en compte les deux options? La sagesse africaine nous montre qu'on ne vide pas la jarre quand on voit quelques gouttes, même quelques gouttes de pluie tomber, on ne vide pas la jarre. Il se peut que cette pluie soit juste éphémère, ça ne fasse que 5 minutes. Donc, l'option du Tchad doit être sur le tapis et cela mettra une pression un peu, je pense, sur le Bénin pour que le Bénin sache qu'elle n'est pas la seule fille dans le quartier. Il y a aussi d'autres personnes vers qui on peut se tourner. Donc voilà, moi d'ailleurs, les bisbilles, on l'a toujours dit, les bisbilles entre le Bénin et le Niger, c'est une affaire d'égo étatique. Ouais. Il faut que ces égos étatiques soient un peu brisés. Le temps est déjà passé, la CEDEAO est en train de faire son chemin, l'AES est en train de faire son chemin. Mais il vaut mieux quand même pour l'intérêt et le bonheur de ces populations que les deux entités sont en train de défendre. On parle du Niger, bien sûr, institut personné, mais sachant très bien que le Niger est maintenant dans une association de 3 États. Donc, il faut quand même arriver à un moment donné que les deux dirigeants, le corps habillé et Patrice Talon puissent bien... Le général Tiani. Le général Tiani, oui. Je parle du civil et puis du corps habillé. Voilà. Que les deux personnes puissent s'entendre au bonheur de ces populations qui, je pense que depuis le début de la crise, il y en a qui en pâtissent. Il y en a qui... Mais déjà, la fermeture de la frontière, le commerce en a reçu tellement de coups et ça va toujours continuer si il n'arrive pas à mettre un frein véritablement à cette course, que je peux dire une course folle dans l'ego, dans ces égos étatiques qui sont en train de développer. Donc l'option du Tchad ne doit pas être reléguée en arrière-plan, sinon on risquerait, le Niger risquerait d'avoir peut-être un coup de surprise. Samir, vous l'avez également souligné, il faudrait que les deux pays reprennent leur coopération. Vous voulez parler du Niger et du Bénin. Alors que dire de l'option du Tchad qui a à nouveau refait surface quand on a connu ce froid entre le Bénin et le Niger? Non, je pense que les autorités nigériennes n'étaient pas sérieuses lorsqu'ils avançaient cette option. Imaginez, vous dépensez des millions de dollars pour mettre en place un hélodique, un pipeline de plus de 2000 km de chevaux en passant par la frontière béninoise jusqu'au port. C'est de l'argent que cela a coûté aux contribuables nigériens.
Donc, les autorités militaires en place au niveau de ce pays-là ne mesurent pas l'argent qui a été décaissé. Et souvent, c'est sous des prêts que nos États arrivent à réaliser ces infrastructures. Et donc, vous ne pouvez pas réaliser une infrastructure de telle envergure et comme bon matin parce que vous avez des bruits personnels avec un chef d'État. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, la crise politique qui provoque entre le Niger et le Bénin, c'est une crise personnelle. Monsieur Tiani, avec sa clique de militaires, tiennent encore rancune au président Talon parce qu'à un moment donné, monsieur Talon s'est aligné sur les décisions prises par la CEDEAO. C'est assez clair. C'est-à-dire que ce sont des... Comment je dis ça? C'est une rancune personnelle. Sinon... Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour... Vous avez suivi la dernière interview du général Tiani où monsieur Guillaume, est-ce que vous n'êtes pas habitué par des discours populistes de ces militaires-là qui ont pris le pouvoir par la force dans ces 3 pays de l'AES? Est-ce que le fait de prendre le pouvoir par la force empêche de dire qu'est-ce qui prouve que ce que monsieur Tiani est en train de dire, c'est la vérité? Qu'est-ce qui prouve également que ce qu'il dit n'est pas la vérité? Parce qu'on est habitué par leur discours populiste, par leur discours populaire pour le monde. Mais vous savez, monsieur Guillaume, vous savez que la plupart de nos économies sont des économies, comment l'appelle-t-on, animées par des commerces, on peut dire informels. La grande majorité des échanges commerciaux sont informels. Ça veut dire que les populations dépendent des petits commerces, les populations dépendent des petites transactions qui se font par les produits vivriers, par les céréales, par comment l'appelle-t-on, les oignons, le haricot, tout ça là, et c'est par les frontières que ces aliments-là sont comment l'appelle-t-on, sont échangés, ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas, parce que vous avez un intérêt personnel, parce que vous avez une rancune personnelle vis-à-vis d'une autre personne. C'est le terme personnel que je ne comprends pas, parce que c'est une affaire d'État. Quand la crise nigérienne, à moins que vous ayez des preuves, quand la crise nigérienne, je vais vous apporter des éléments pour que vous compreniez un peu. Okay. Quand la crise nigérienne est arrivée à la suite donc du coup d'État qui a été orchestré par les militaires le 26 juin, qu'est-ce que la CEDEAO, quelle était la position de la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO disait que la population nigérienne était dans une situation de confrontation ou la population était dans une situation illégale? La CEDEAO disait clairement que le pouvoir qui est incarné par des autorités légalement et légitimement mises en place doivent être restaurés, doivent être remis à leur poste. Donc ça veut dire que les militaires qui ont pris le pouvoir devraient simplement remettre le pouvoir. Non, même si ce n'était pas, même si ce n'était pas vraiment à se référant, même si ce n'était pas à remettre le pouvoir au président Bazoum, mais à des civils, vous pensez que la CEDEAO allait rester insensible par rapport aux efforts déployés par les autorités? En quoi cela est devenu une affaire personnelle? Parce que les autorités nigériennes ont dit, et ils l'ont dit clairement, que M. Talon était prêt à attaquer leur pays. Pourquoi est-ce que c'est M. Talon qu'ils ont vu? Est-ce qu'au sein de la CEDEAO, il n'y a que Talon? Est-ce qu'il n'y a pas le président nigérien? Est-ce qu'il n'y a pas le président nigérien? Plutôt la frontière entre le Niger et le Nigeria sont toujours ouvertes. Est-ce qu'il n'y a pas le président ivoirien? Est-ce qu'il n'y a pas le président bissau-guinéen? N'a pas de frontière avec est-ce qu'il n'y a pas le... Mais la frontière Nigeria, est-ce que la frontière n'est pas ouverte? Oui, elle est ouverte. Elle est toujours ouverte. Pourtant, celui qui a pris le lead dans cette affaire, ce n'est pas Tinubu. C'est Tinubu. Oui, ça veut dire que le Nigeria, les autorités nigériennes ont peur de M. Tinubu et ils considèrent M. Talon comme quelqu'un avec qui on peut jouer véritablement. C'est pourquoi en réalité, quand on est chef de l'État, on doit pouvoir être fort. Un chef de l'État, c'est quelqu'un qui est fort. C'est-à-dire qu'il faut savoir imposer ses décisions. Il ne faudrait pas être là et on te manipule de gauche à droite. Alors pour vous, véritablement, l'option du Tchad, ce n'était pas sérieux. C'était du pipeau. C'était de la communication populiste. Comme on est habitué dans ces pays de l'AES. Et donc finalement, on va revenir au Bénin quoi qu'il arrive. Mais attendez voir, quand ils seront face à des difficultés financières, quand ils vont endetter leur pays par rapport aux prêts qu'ils ont pris auprès des bailleurs internationaux qui seront incapables de payer, ils seront obligés de renouer les relations avec le Bénin. Mais
Peut-être que ça peut être conditionné par un certain nombre de mesures qui doivent être prises par le Bénin. Mais je pense que la meilleure option qui convient à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est que les autorités nigériennes prennent conscience qu'en réalité, il est important qu'on enterre la hache de guerre. Il est important qu'on laisse de côté les rancunes, qu'on oublie le passé, même si on ne l'oublie pas définitivement, et qu'on puisse remettre sur la table les intérêts ou l'intérêt économique des populations nigériennes et qu'on laisse les populations échanger à travers les petits commerces qu'on avait l'habitude de voir et tout. Merci beaucoup. Alors, Vivien, rapidement, oui, juste pour dire que l'option du Tchad ne peut pas être oubliée comme cela parce que on est un État et on ne peut pas se limiter à une seule source. On peut avoir des sources diverses et on peut les utiliser dans la mesure du possible. Donc, mais pour vous, les autorités nigériennes étaient bel et bien sérieuses quand elles remettaient sur la table. Quand vous êtes en conflit, vous pouvez montrer à l'autre que nous avons d'autres possibilités et donc on a tous intérêt à s'entendre. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Narcisse Leconon, promoteur de l'entreprise Maous Poulet. Notre entreprise se consacre entièrement à la production, la transformation et à la vente du poulet local 100% africain, connu sous le nom de la race Goliath. Notre mission est de contribuer de façon active à l'autosuffisance alimentaire sur le plan de la viande de volaille sur toute l'étendue du territoire africain sans pour autant dépendre des poussins importés ou des poulets congelés importés. Alors nous nous rendons entièrement disponibles à vous former, vous coacher et vous fournir des poussins Goliath de race pure sur toute l'étendue du territoire africain. Donc si vous avez besoin de nos services, notre numéro s'affiche juste en bas de l'écran. Contactez-nous et nous pourrons vous répondre et vous aider. Merci.